vous avez vu plus ou moins de manière approfondie avec M. Harmony hier. Pour les tests non paramétriques, vous avez vu 3 tests qui sont fondés sur la loi binomiale et 2 tests qui sont fondés sur la loi hypergéométrique. Okay, on va faire ces 5-là. On va s'attarder principalement sur le test binomial, qui est le plus dur à acquérir en soi. Et vous allez voir que une fois que vous avez fait le test binomial, maximum les tests des signes, c'est des extensions de ce truc-là, dans lesquelles vous allez utiliser en fait le test binomial. Et pour la loi hypergéométrique, une fois que vous avez compris ce que fait le test de Fisher, même chose, vous allez le réutiliser dans le test de la méthode. Ça va? Alors, M. Harmony vous a parlé de ces tests-là, il vous a sans doute dit que vous alliez en voir quelques autres par la suite. Ça va? Donc ce ne sera pas l'objet de ce cours-ci, c'est juste pour que vous soyez mentalement préparés à faire plus de tests non paramétriques. Attention là, je vois qu'on fait... Ouais, des tests non paramétriques. Ok. Alors, d'habitude, les cours sont beaucoup plus séparés dans le temps, donc on fait un rappel sur ce que c'est la loi binomiale et la loi hypergéométrique. J'espère que vous l'avez bien noté. C'est juste pour vous dire que la loi binomiale, c'est le principe quand en fait vous avez le jeu de cartes que vous pêchez, chaque fois vous remettez une carte dedans. Voilà. Alors que la loi hypergéométrique, c'est le même principe, même jeu de cartes, on pêche aussi des trucs, sauf qu'on remet de côté chaque fois la carte qu'on vient de. C'est ça que vous devez garder en tête. Alors, on va commencer avec les tests qui sont fondés sur la loi binomiale. Vous allez voir que ça va gazer un petit peu parce que pour faire le tour des 5 tests, il faut qu'on aille assez vite. Mais justement, dès que vous avez des questions, levez rapidement la main, comme ça on répond vite, tout ça, ça va être une bonne mécanique. C'est bien 2 heures. C'est bien 2 heures, oui, nous aussi on fait plutôt chez nous. Alors, le test binomial. Effectivement. Le test binomial, vous allez voir que systématiquement on va utiliser ce tableau-là, qui vous permet de voir en un clin d'œil, bien sûr, sur quel type d'échantillon vous pouvez travailler avec quel test et sur quel type de données. Voilà. Donc, le test binomial, à tes souhaits, vous voyez qu'on est dans du travail sur un seul échantillon, okay, avec des données nominales qui sont dichotomiques ou dichotomisées. Donc, test binomial, un échantillon de données nominales dichotomiques ou dichotomisées. Ça va ? Vous voyez dans le tableau qu'il y a beaucoup de qui carrés. Donc le qui carré, c'est une procédure qu'on verra la prochaine fois ensemble. Et effectivement, on peut l'utiliser dans de nombreux cas. Mais le seul souci, c'est que le qui carré a des conditions d'application. On ne peut pas l'utiliser tout le temps. Donc, quand on ne pourra pas utiliser le qui carré, dans ce cas-ci, on prendra le test binomial. Je sens que ça vous réjouit, c'est très bien. Alors, le principe, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est de comparer une distribution en 2 catégories, qu'on observe sur le moment, à une distribution théorique, une distribution à laquelle on s'attendait. D'accord? Donc, soit ça peut être cette distribution qu'on attend, soit une équipartition, donc 50% de chaque côté. Voilà. Soit un autre type de partition, un tiers, 2 tiers, un quart, 3 quarts, ce genre de choses. Okay, peu importe, de toute façon, on utilise ce test. Alors, Mélanie vous disait, c'est très bien pour remplacer le qui carré quand on n'est pas dans les conditions. Et donc, le principe du test, oui, c'est comparer des distributions, mais c'est surtout évaluer en fait la probabilité que la distribution qu'on est en train d'observer, le fait qu'on ait cette distribution, ce soit uniquement dû au hasard. Ça va ? Et on peut faire ça en se basant sur la loi binomiale. C'est pour ça qu'on appelle ça un test basé sur la loi binomiale. Est-ce que ça va pour les grands principes? Ok, si vous avez bien ça en tête, c'est parfait. L'hypothèse nulle sur laquelle on va partir, c'est un test. Donc on va tester une hypothèse nulle, okay, voir si le test est significatif en testant cette hypothèse nulle. Et cette hypothèse-là, ce sera que la répartition des valeurs qu'on observe est due au hasard. Ok? Si ça va jusque-là, c'est parfait. Okay. On continue. Alors, l'exercice 1, normalement, M. Harmony est passé très rapidement dessus. Donc, je vais le décrire étape par étape avec vous, ça va? Et puis on fera un deuxième exercice que là, je vais vous demander de faire en live direct. Ok? Comme ça, vous l'avez en main, vous savez comment il fonctionne. Donc, on a ici l'exemple d'une classe dans laquelle on a 7 filles et 12 garçons. C'est une classe d'une école où on a l'habitude en fait d'observer qu'il y a une moitié de garçons et une moitié de filles. Okay, donc globalement, une école dans laquelle la moitié des inscrits sont des garçons, la moitié sont des filles. On observe une classe et on se rend compte que dans cette classe particulière,
on a 7 garçons et 12 filles. Question, est-ce que le fait qu'on observe cette répartition-là est dû au hasard ou pas? C'est ça la question. Ok? Alors, la première chose à faire pour répondre à la question, donc la première étape de la procédure, c'est de dresser un tableau qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble à la fois de la répartition que vous observez et de la répartition que vous attendez. Ok? Comment ça se présente? Comme ceci. Alors, souvenez-vous que le principe, c'est qu'on a 2 catégories. On travaille sur des données nominales qui sont dichotomiques ou dichotomisées. Ici, les données, c'est garçon, fille. Voilà, donc dichotomie. Vous faites apparaître la première catégorie et la deuxième catégorie. Vous allez mettre dans la première ligne les valeurs que vous observez, c'est-à-dire 7 filles et 12 garçons. Autrement dit, au total, on a 19 éléments observés. C'est comme si, en fait, on était toujours avec le principe du jeu de cartes, on tirait 7 cœurs et 12 piques. Au final, on a quand même tiré 19 cartes. Ça va? Alors, ce que vous allez mettre en dessous, en fait, c'est ce que j'ai appelé tantôt la distribution théorique, celle à laquelle on va comparer la distribution qu'on a observée. Comment ça fonctionne? En fait, on vous dit que, bonsoir, sur votre effectif de 19 observations, okay, d'habitude dans l'école, on voit qu'il y a 50% de chacune des catégories. D'accord? Donc, pour l'observation à laquelle on s'attendait, en fait, sur les 19, c'était une moitié de filles, c'est-à-dire 9,5 filles, c'est beaucoup moins pratique, et 9,5 garçons. Ça va pour ça? Oui? Tout le monde? Ok. Alors, les éléments dont vous allez avoir besoin, c'est en fait ce chiffre-ci, qu'on va appeler A, d'accord, qui est la plus petite valeur dans votre tableau. Et vous avez aussi besoin de connaître NP, donc N, le nombre d'individus, multiplié par P, qui est la probabilité d'avoir un succès. Autrement dit ici, la probabilité d'avoir une fille, comme on est dans l'équipartition, ce sera 0,5, 50%. Ça va? Oui? Donc faites bien attention que le A, c'est la plus petite donnée. Donc si on avait eu 12, 7, le A, c'est quand même 7. Et du coup, si on doit poser une hypothèse nulle ici, l'hypothèse nulle, ce serait que la répartition des valeurs qu'on observe est due au hasard. D'accord? Ce serait, par exemple, ceci. Donc, si vous voulez la grosse formulation complète, c'est la répartition des valeurs observées, cette 12 est statistiquement équivalente à la répartition des valeurs attendues. Étant donné que la répartition des valeurs attendues, c'est 50-50. En gros, on peut dire que ça relève du hasard. Ça va? Si vous avez 2 catégories et que vous avez 50% dans une catégorie et 50% dans l'autre, c'est une équipartition, c'est une répartition qui est due au hasard. Ça va? C'est pour ça qu'ici, on peut reformuler que l'hypothèse nulle, ce serait que la répartition des effectifs relève du hasard. Ça va? Ok. Alors, si ça c'est bien clair pour vous, on va passer directement à la procédure. D'accord? La première méthode, c'est justement d'utiliser la loi binomiale. Alors, la magnifique formule qu'on va utiliser à plusieurs reprises, c'est celle-ci. Est-ce que les éléments sont clairs pour vous? J'aime bien les gens expressifs, c'est toujours comique. On va passer sur chacun des éléments, peut-être? Ce serait peut-être bien. Alors, cette formule-là, en fait, elle vous permet de calculer la probabilité d'avoir un certain nombre de succès. Ce certain nombre de succès, c'est X. Voilà. Les éléments qui composent la formule, il y a des éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure. Le N, c'est le nombre d'essais. Autrement dit, ici, le nombre total de personnes qu'on a observées dans la classe. Ça va. Le P, c'est la probabilité d'avoir un succès quand on fait un tirage quelconque. Autrement dit, la probabilité, quand on est n'importe où dans l'école, d'avoir une fille. Ça va. Donc, 0,5, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, Q, c'est la probabilité, par contre, d'avoir un échec. C'est-à-dire d'avoir, excusez-moi messieurs, un garçon quand on va dans l'école. Ça va? C'est ça le principe. C'est tout à fait logique. Donc, retenez aussi que Q, c'est 1 moins P. Ça va? C'est logique.
Donc ici, P et Q sont identiques, ce sera 0.5 tous les deux, puisqu'on est dans une équipartition dans les observations habituelles. Voilà. Et alors, ce fameux truc absolument horrible, c'est le nombre de combinaisons de n choses en prenant x à la fois. Autrement dit, le x, ben, vous allez conserver celui que vous avez mis là, ça va. Et le n, il ne bouge pas, c'est toujours le nombre maximal d'éléments que vous pourriez tirer. Ça va? Vous pourriez revenir à la diapo juste avant, s'il vous plaît. Le n, pourquoi c'est 9? Le n, pourquoi c'est 9? Oui, vous mettez 9. Ouais. n fois p. n fois p, c'est 9,5. 19 fois point. Ouais. C'est 19 fois 0.5. Oui, ça va. Ça va? Je viens de t'éviter, oui. Parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette super formule? Vous allez voir que quand on l'applique, elle est beaucoup plus simple que quand on essaie de l'expliquer. C'est vraiment pas la plus compliquée qu'on a. Donc, l'objectif, pourquoi je vous fais voir cette merveilleuse formule, c'est que on va voir si la répartition qu'on observe est bien différente de la répartition théorique. Okay? Pour faire ça, vous avez besoin du A et du NP qu'on a calculé tout à l'heure, et vous avez besoin de vous demander aussi si votre A est inférieur à n fois P. Ça va? Autrement dit, est-ce que ici 7 est inférieur à 9,5? Oui, ça tombe bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir, pour chaque valeur de x, et puis toutes les valeurs qui sont en dessous jusqu'à 0, calculer une probabilité. Ça va? Tu peux expliquer un petit peu. Oui, donc, pour ceux qui étaient là hier, Harmonie a à un moment montré la distribution des probabilités en fait. Il vous a fait un petit schéma comme ça, avec à chaque fois une probabilité associée à un événement. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Et donc ensuite, il vous a montré que ça, ça représentait la loi de taille. Et donc ici, à chaque calcul de probabilité, on va avoir le résultat pour un événement. Donc pour un chiffre, on va avoir un résultat et ce sera le alpha pour cet événement-là. Donc, quand on a notre moyenne, donc on sait ici que c'est 9,5 et que notre A, c'est 7. Ben, on va devoir calculer pour chaque événement, 7 y compris, jusqu'à 0, pour obtenir, en fait, on a des couleurs, c'est bien, pour obtenir cette surface-là, qui est le alpha. Donc on va additionner la probabilité de 7 à celle de 6, de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, sans jamais oublier le 0, pour obtenir le alpha. Donc on n'aura pas besoin d'aller voir dans une table, on aura directement la valeur du alpha qu'on devra comparer à 0,05. Si c'est plus élevé, ce sera significatif. Si c'est plus bas, ce sera non significatif. Alors, si par contre notre moyenne, on imagine qu'elle soit plus grande, si notre A était situé ici, au-dessus de notre moyenne, à ce moment-là, on ne calcule plus la valeur du A et toutes celles en dessous, mais on calcule la valeur du A et toutes celles au-dessus, jusqu'à N, pour obtenir l'alpha par ici. Donc c'est pour ça qu'on doit regarder si le alpha est plus petit que NP ou pas. Si alpha est plus petit que NP, en sachant que NP c'est la moyenne, on va calculer de A jusqu'à 0. Si maintenant A est plus grand que NP, on va calculer de A jusqu'à N. Ça va pour ça? Ok. Donc, après, c'est simplement une application de formule. Je dis simplement, mais c'est quand même un peu chiant étant donné qu'on va en avoir 8. Donc, vous faites la probabilité d'avoir 7 filles dans la classe. D'accord? Souvenez-vous de la formule qui est ici. Le x, ben, je le conserve, je mets que c'est 7. D'accord? Puisque j'essaie d'évaluer la probabilité d'en avoir 7 sur 19. Multiplié par la probabilité d'un succès, donc la probabilité 0,5 d'avoir des filles, ici j'en ai 7 pour le moment, multiplié par la probabilité d'un échec, d'accord? Donc de nouveau 0,5 puisqu'on est dans l'équipartition,
et vous mettez à l'exposant le 12, qui est le nombre de garçons qu'on a observé cette fois-ci. Juste un petit détail pratique, souvenez-vous, c'était pas très loin pour vous, mais donc pour introduire dans la calculatrice le C719, vous devez d'abord introduire le N, donc 19, puis aller chercher le NCR dans la calculatrice et puis indiquer le R. Donc 19, NCR, 7. 19, CNR, 7. Et alors, autre petit détail, ici pour garder la meilleure précision possible, on vous conseille de garder quand même 3 ou 4 décimales. Ça va? Ouais, ça va. Donc, vous voyez que vous appliquez ça pour la probabilité d'en observer 7, et puis vous allez continuer jusqu'à 0. Donc, j'applique exactement la même formule, mais avec la possibilité d'observer 6 filles dans cette classe-là. Et donc, systématiquement, mon 7, je le remplace par 6, ça va avoir une influence sur le n-x, évidemment. Ça va devenir cette formule-là. Et vous faites exactement la même chose jusqu'à arriver à T de 0. Ok? Ok? Une fois que vous avez ça, vous additionnez l'ensemble des valeurs et vous obtenez le P lié à votre test. Alors, le truc auquel il faut que vous soyez attentif, c'est qu'ici on va toujours se poser la question de savoir si on est dans un test à une issue ou à 2 issues. Ouais. Alors, apparemment, Monsieur Armani n'est pas revenu là-dessus hier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou non? Un petit rafraîchissement. Un petit rafraîchissement discret. Donc, en gros, la question à vous poser, c'est de savoir si dans l'hypothèse nulle que vous proposez, vous allez dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, ici, dans l'hypothèse nulle qu'on a posée, c'était, si je me souviens bien, la répartition des élèves est due au hasard. Là-dedans, vous ne précisez pas qu'il y a un nombre plus important de garçons que de filles, qu'il y a un nombre plus réduit de filles que de garçons. D'accord ? Si vous aviez donné un sens à votre hypothèse, en disant le fait qu'il y ait plus de garçons que de filles est dû au hasard, là vous étiez dans un test à une issue, parce que vous donniez une orientation à votre hypothèse. Ça va ? Alors que quand vous dites simplement, je vais pas dire quand vous dites simplement, c'est la fin. Donc quand vous choisissez comme hypothèse nulle de dire la répartition des effectifs que j'observe est due au hasard, là vous n'allez ni dans un sens ni dans un autre. Ça va ? Vous restez en gros au milieu, vous vous posez la question globale de savoir s'il y a un effet ou pas de quelque chose, de savoir s'il y a quelque chose qui est dû au hasard ou pas. Ça va ? Vous allez voir dans d'autres exercices que c'est plus clair, mais en général, pour celui-ci c'est vraiment pas de nouveau le meilleur exemple pour l'expliquer, je vais changer d'ailleurs, j'ai déjà dit tantôt à moi. Mais l'idée c'est vraiment savoir si vous orientez votre hypothèse ou non. Ça va ? On va le revoir après, je vais vous le rappeler systématiquement quand on va retravailler les hypothèses. Donc, dans le cas dans lequel on se trouve, en fait, le P que vous obtenez à la fin de votre première phase de calcul, c'est le P pour un test à une seule issue. D'accord ? Donc, quand vous êtes dans un test à 2 issues, ce qui est le cas ici, puisqu'on a posé une hypothèse qui ne va ni dans un sens ni dans l'autre, ce que vous devez faire, c'est tout simplement multiplier votre résultat par 2. Ça va ? Au lieu d'une issue, vous passez à 2 issues. D'accord ? Et donc, c'est ce que Mélanie vous disait tout à l'heure. Une fois que vous avez ce chiffre-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le comparer à 0.05. Savoir s'il est supérieur ou inférieur à 0.05, comme on le fait toujours pour un test de significativité. Ça va ? Donc on reprend, on est bien d'accord que quand on somme toutes les probabilités, c'est toujours une issue. Oui. Exactement. Ça va ? Donc, ici on a un P qui est supérieur à 0.05. Ça veut dire que le test est significatif ou non significatif ?
0.5 ou 0.05? 0.05. Donc oui, ne vous mélangez pas, parce qu'en fait, on travaille dans les formules avec un petit p, d'accord, qui ici, comme on travaille dans une équipartition, est égal à 0.5. Voilà. Par contre, une fois que vous avez passé toutes les étapes de calcul et que vous obtenez la probabilité d'avoir quelque chose qui est égal au x que vous avez ou petit ou inférieur, là, vous devez comparer à 0.05. D'accord? Puisque c'est le seuil de significativité qu'on s'est fixé pour ce cours-ci. Ça va? C'est le alpha ici. Oui, c'est le alpha. Comme ça. Ok? Donc, c'est supérieur à 0.05. Est-ce que le test est significatif ou non significatif? Non significatif. C'est clair pour tout le monde? Oui. Et donc, on accepte l'hypothèse nulle. D'accord? Et donc, on conclut pour cet exercice-ci que, bah oui, la répartition des effectifs relève du hasard. Autrement dit, si vous voulez le contextualiser, ce qu'on vous demande pour l'examen, ça va. La formulation qu'on a mise ici est assez simple et on n'attend pas plus de vous. La différence d'effectifs entre les garçons et les filles est due au hasard. Ça va? Est-ce que ça va pour cette petite procédure-ci? Donc habituellement, on fait l'inverse. D'habitude, on a une valeur à comparer à quelque chose qui vaut déjà 0.05. Et on compare si c'est plus grand ou plus petit. Et si c'est plus grand, on dit que c'est significatif. Et si c'est plus grand, on dit que c'est non significatif. Pourquoi? Parce qu'on prend le alpha. Donc l'autre partie. Donc ici, si le alpha vaut plus que 0.05, on va se situer par ici. Et donc c'est non significatif. Donc on lit de cette façon-là, alors que d'habitude on lit dans le sens. Oui, c'est ça d'accord. C'est la même chose, c'est parce que d'habitude on a notre table à 0.05 et on va voir notre valeur. Oui. Ici, Tandis qu'ici on a directement l'alpha. Donc d'habitude c'est fixé à 0.05 et on a notre valeur théorique et on compare à la valeur que nous on a obtenue. Donc on regarde si c'est plus petit ou plus grand. Tandis qu'ici c'est l'alpha qu'on a. On a déjà l'alpha. Et donc l'alpha, s'il est plus petit que 0.05, ça veut dire que notre valeur elle est ici, donc on rejette. Mais si c'est plus grand, c'est non significatif. Ça va? Ok pour ce morceau-ci? Oui, ou bof, ou pas du tout? Je ne comprends pas qu'ils disent pas. Alors, on va vous laisser faire l'exercice après, parce que l'idée c'est que, en gros, c'est celui-là le plus difficile à acquérir en soi. Mais ce que moi je veux à ce stade-ci, c'est que vous ayez retenu le principe. D'accord? Qu'on se pose la question de savoir si en fait la répartition qu'on observe correspond ou non à la répartition théorique. D'accord? Ici, la répartition théorique, c'est une équipartition, donc c'est 0.5, 50% d'un, 50% de l'autre catégorie. Ça va? Donc, on peut dire que c'est une répartition normalement qui tient au hasard. Ça va? Et donc ici, on peut se demander dans l'exercice si la répartition qu'on observe, 7 filles, 12 garçons, est comparable à cette équipartition, et donc si cette répartition est due au hasard. C'est ça le principe. Ça va? Et pour vérifier ça, on part sur ce que Mélanie vous a montré tout à l'heure, on part sur la probabilité d'observer ce nombre-là de filles et un nombre inférieur de filles qui va jusqu'à 0. C'est ça le principe. Ok? Si le A est plus petit que nous. Oui, si le A est plus petit que nous. Alors, la deuxième méthode qui permet de travailler sur ces données-là, c'est de faire une approximation par la loi normale. Comment c'est qu'on fait ça? C'est simplement en calculant une note Z